Bienvenue à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, et peut-être entrepreneur sur ce podcast. Dans le dernier épisode, nous avons parlé du leadership féminin et de cette puissance que les femmes peuvent incarner à partir d'elles-mêmes sans devoir se fondre dans des archétypes masculins. Aujourd'hui, c'est au masculin que je souhaite tendre la parole, car lui aussi est en pleine mutation, et parfois en grande confusion. Être un homme aujourd'hui est devenu un paradoxe vivant. D'un côté, on leur demande de ne plus dominer, de ne plus imposer, de ne plus écraser, et de l'autre, on attend encore d'eux qu'ils assurent qu'ils soient solides et qu'ils prennent des décisions sans flancher. Double injonction, double pression, et souvent une confusion douloureuse. Comment être fort sans être rigide, comment être engagé sans être accusé de vouloir tout contrôler, comment être présent sans être perçu comme trop ou pas assez. Beaucoup d'hommes avancent ainsi sur une ligne de crête entre culpabilité, doute et solitude. Et quand ils regardent autour d'eux, les repères vacillent. Les anciens modèles patriarcaux sont épuisés, mais rien de clair ne les remplace. Ils voient les excès du passé, le père autoritaire, le chef dominateur, le guerrier épuisé, l'homme coupé de lui-même, mais ils se sentent parfois perdus face à ce que le monde attend désormais d'eux. De la présence, oui, de la conscience, oui, mais avec quel outil, avec quelle image intérieure ? Car l'homme moderne hérite aussi des blessures profondes, des pères absents ou silencieux, des émotions réprimées dès l'enfance, un corps parfois tenu à distance, une parole souvent bridée par le devoir de performance. Et malgré tous leurs efforts, beaucoup se sentent démunis intérieurement, comme s'ils n'avaient jamais appris à écouter ce qui les habite vraiment. Et pourtant, sous les couches de conditionnement, il existe encore un centre vivant. Il existe en chaque homme des figures archétypales, des forces anciennes, universelles, qui ne demandent qu'à être reconnues, réintégrées, incarnées. Le guerrier, par exemple, celui qui agit sans violence, le roi qui règne sans dominer, le sage, celui qui voit sans mépriser, et l'amant, celui qui ressent sans se perdre. Et plus profondément encore, l'anima, cette voix intérieure, cette part féminine dans la psyché masculine qui ouvre à la vie intérieure, à l'âme, à l'intuition, à l'écoute. Dans cet épisode, je te propose de redécouvrir ces figures, non pas comme des rôles à jouer, mais comme des points d'ancrage intérieur, des repères symboliques pour retrouver ta puissance. Pas celle qui écrase, mais celle qui établit, qui façonne, qui soutient et rend plus juste. Car le monde a besoin d'hommes debout, pas figés, d'hommes sensibles, pas effacés, d'hommes reliés, pas perdus. Et si c'était justement en te reconnectant à ces figures inconscientes que tu pouvais retrouver ta boussole intérieure ? Mais pour comprendre ce que ces figures viennent réveiller en toi, il faut d'abord saisir leur nature profonde, car ces archétypes ne sont pas des images figées, ni des rôles culturels à endosser, ce sont des forces intérieures vivantes, structurelles. Et même si elles agissent souvent en souterrain, elles façonnent ton rapport au monde et à toi-même. En psychologie analytique, un archétype est une structure fondamentale de l'inconscient collectif. C'est une forme primordiale que l'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les époques, sous différents visages, différents récits, différents symboles. Le héros, le vieux sage, le roi, le guerrier, l'amant, le trickster, qui est plus connu sous le nom du fripon, et le sauveur. Ce ne sont pas des inventions culturelles, ce sont des formes psychiques qui existent en chacun de nous, et qui s'activent selon les moments de vie, les blessures, les aspirations. Un archétype n'est ni bon ni mauvais, il est neutre en soi. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont il se constelle, dont il se réveille dans la psyché, c'est-à-dire la manière dont il prend forme à travers tes pensées, tes comportements, tes réactions. Certains hommes portent un guerrier réprimé, qui surgit en colère ou violence passive, d'autres ont un roi déchu, qui doute de lui-même, ou abdique devant l'autorité. Et pour d'autres encore, c'est le sage qui se manifeste, mais sans lien au corps, sans lien à l'émotion, dans une forme de distance intellectuelle. Chez Jung, Carl Gustav Jung, ces figures ne sont pas des caricatures, elles sont des potentiels d'incarnation. Quand elles sont intégrées, elles deviennent des alliées puissantes, des ressources profondes au service d'une vie alignée, d'une parole habitée, d'un acte juste. Mais quand elles sont refoulées, projetées ou hypertrophiées, elles peuvent créer du déséquilibre, des tensions relationnelles, une fuite de soi, une quête de pouvoir, de l'inflation, de la hubris, ou encore une peur de s'affirmer. C'est pour cela qu'il est si important de les connaître, non pour jouer un rôle, mais pour reconnaître ce qui agit en nous, et pour en faire quelque chose de conscient, de libre, de juste et de complet. Parmi les grandes figures archétypales du masculin, j'en ai sélectionné que quelques-unes, parce qu'elles sont quand même pléthores.
De même chez les femmes, à un moment donné, il faut bien faire un choix. On débute avec le guerrier car c'est sans doute le plus célèbre et pourtant l'archétype le plus déformé et caricaturé. On nous l'a montré dans les films, les romans, les récits d'enfance, au cinéma, dans des séries, souvent comme un homme dur, implacable, invincible. Celui qui encaisse, qui attaque, qui gagne. Celui qui ne pleure pas, qui tient, qui cogne s'il le faut. Mais cette image est complètement réductrice, et parfois blessante. Elle oublie que le guerrier dans la psyché n'est pas un bourrin en armure, ce n'est pas celui qui frappe fort, c'est celui qui tient debout quand tout tremble. Ce n'est pas une figure de guerre, c'est une force d'engagement intérieur. Pas une fuite dans la dureté, mais un ancrage, une clarté, une direction. Le guerrier, c'est cette fonction intérieure qui tranche, qui protège, qui s'engage. Celle qui pose la limite, celle qui sait dire sans trembler « là je me tiens, là je veille, là je vais au bout ». Les mots-clés pour le guerrier, s'il devait y en avoir, ça serait force, engagement et direction. Le guerrier véritable ne cherche pas à dominer, il ne joue pas à être fort, il se tient debout intérieurement. Même quand c'est difficile, même quand c'est flou, et même quand personne ne regarde. Dans la psychologie masculine, le guerrier, c'est celui qui structure l'action, qui donne à l'élan une forme, un cadre, un sens. C'est celui qui sait quand agir et pourquoi, celui qui choisit ses batailles et qui n'a pas besoin de bruit pour être ferme. Son ombre, quand le guerrier est blessé ou suractivé, il devient dur, rigide, défensif, il confond force avec fermeture, il agit pour éviter de sentir, il se suractive pour ne pas s'effondrer, et souvent il finit par mépriser la vulnérabilité, chez lui comme chez les autres. Il se bat, mais il a oublié pourquoi, et parfois même pour qui. Et lorsqu'il est mûr, le guerrier conscient n'a pas besoin de violence pour être fort, sa force est tranquille, posée, ancrée. C'est la discipline intérieure, la fidélité à une cause juste, un respect de son propre axe. Il sait dire non sans colère, il sait protéger sans imposer, il devient un bastion calme, une force qui veille sans dominer. Dans la vie concrète, le guerrier sait par exemple refuser une mission ou un projet qui te vide, même si tu as peur de décevoir. Mettre un terme à une relation amicale ou amoureuse où tu sens que tu es en train de te perdre. T'exprimer dans une réunion, même si ta voix tremble, parce que tu sais que c'est juste. Défendre ton besoin de ressourcement, de repos, même si les autres avancent sans pause. Refuser de couvrir une injustice au travail, même si ça te coûte une opportunité. Prendre la parole pour soutenir quelqu'un que tout le monde évite ou attaque. Aller au bout d'un engagement personnel, rééducation, reconversion, sport, thérapie, même lorsque ça ne donne pas forcément de résultats immédiats. Le guerrier, c'est aussi la force de persévérance. Ou encore autre situation, te lever chaque matin pour tes enfants ou ta famille, même si c'est lourd, parce que tu as choisi d'être là. Ou encore oser dire « je ne suis pas d'accord » sans hausser le ton, oser dire « là je m'arrête » sans culpabilité, poser une limite face à une critique déguisée sans agressivité, mais sans te diminuer non plus, défendre ton projet, ton idée, ta façon d'être, ta sensibilité, ton axe, même si cela ne rentre pas dans les cases. Et un dernier pour la route, rester debout, au cœur d'une tempête, sans frapper, sans fuir, mais en gardant ton axe profond. Le guerrier en tant que tel n'est pas spectaculaire, il ne cherche pas les applaudissements, mais sans lui, aucun engagement ne tient dans la durée. Alors ma question serait, quand est-ce que ton guerrier intérieur s'est levé ? Quand est-ce que ta parole, même quand c'était inconfortable, a pris sa place ? Quand as-tu agi pour toi sans chercher d'approbation ? Pas pour conquérir, mais pour tenir bon, là où ta parole devait devenir acte. Donc le guerrier, c'est celui qui se lève pour agir. Mais pour que son action ait du sens, il faut un centre qui tienne, un axe qui unifie. Car se battre, c'est une chose, mais savoir pourquoi on se bat, savoir à quoi on dit oui, et pour quel monde on pose des choix, c'est le rôle d'un autre archétype fondamental, celui du roi. On parle beaucoup de leader, de chef, de réussite, mais le roi en tant qu'archétype n'est pas un rôle social. Le roi n'est pas un costume, c'est pas seulement la couronne, ce n'est pas qu'un statut, ce n'est pas un titre à afficher, c'est un centre intérieur, un espace psychique qui ordonne, contient, relie, un point d'ancrage autour duquel tout le reste peut s'organiser. Le roi veille sur le royaume, pas pour imposer, mais pour assurer l'équilibre, la justice et la direction.
Il ne gouverne pas pour asseoir son pouvoir, mais parce qu'il voit plus loin et qu'il se tient au cœur de ce qu'il sert. Il ne contrôle pas pour se rassurer, il décide parce que c'est nécessaire. Et quand le roi est en place à l'intérieur d'un homme, alors cet homme ne fuit plus ses responsabilités, il ne cherche pas à plaire ni à prendre, il prend sa place, pas pour dominer, mais pour soutenir, orienter, incarner. Comme tout archétype, le roi a aussi son ombre, ses déformations. On peut y trouver deux ombres qui apparaissent souvent dans la psyché masculine. D'un côté, le tyran, autoritaire, je parle bien toujours sous couvert de l'archétype, du roi. Autoritaire, rigide, souvent destructeur, il impose, il écrase, il décide seul. Mais en vérité, ce n'est pas de la puissance, c'est souvent un manque de sécurité intérieure, camouflé sous le contrôle. De l'autre, on a le roi déchu, pas tyran mais roi déchu, celui qui abdique, qui laisse les autres décider, qui s'efface pour ne pas déranger, et qui confond la paix avec l'effacement. Dans les deux cas, ce qui manque, c'est l'axe, l'alignement intérieur, la légitimité d'être là pleinement. Et lorsque le roi est intégré, qu'il est mûr, alors il devient autorité tranquille, pas celle qui fait peur, celle qui rassure, celle qui structure sans enfermer. Il ne cherche pas à tout diriger, mais il prend ses responsabilités, il guide, il protège, et surtout, il voit loin, mais il agit juste. Dans des exemples du quotidien, le roi, l'archétype du roi, c'est créer une structure, par exemple, dans sa vie qui reflète ses vraies valeurs. Choisir de travailler moins pour passer du temps avec ses enfants, ou mettre en place des routines matinales, par exemple, non pas pour performer, mais pour rester centré. Ça peut être encore poser un cadre clair à la maison, au travail et dans ses projets, comme décider d'heures où l'on est disponible, et d'autres où l'on protège son espace, ou définir les règles d'un projet collectif pour éviter des conflits flous plus tard. C'est aussi dire non à ce qui se disperse pour rester fidèle à une vision, refuser une opportunité séduisante mais hors de son axe, ou éviter de s'éparpiller dans 1000 projets quand il y en a un seul qui est vraiment juste maintenant. Ensuite, c'est aussi affronter un conflit sans devenir dur ni disparaître, par exemple savoir dire à son partenaire « là ça ne me convient pas », sans hausser le ton mais sans se taire non plus. Soutenir un projet d'équipe sans chercher à être au centre, être celui qui porte la logistique, qui assure, qui suit l'avancée, mais qui laisse les autres briller, parler, prendre la lumière, sans systématiquement vouloir être le centre. Assumer une décision, même difficile, sans se cacher, soit familialement ou professionnellement, être stable dans ses émotions pour que les autres puissent s'appuyer, c'est-à-dire rester calme quand les enfants s'agitent, offrir une parole posée quand tout le monde panique, être celui qui contient sans étouffer, ou encore protéger ce qui est fragile, non pas en contrôlant mais en tenant, par exemple ne pas tout verrouiller quand un proche traverse une période de crise, mais juste maintenir une présence discrète, rassurante et constante, se positionner comme repère, sans avoir besoin d'être admiré, offrir une vision, donner une direction, faire des choix, non pas pour être reconnu, mais parce que c'est ce qui doit être fait. Le roi en lui-même, le roi intérieur, le roi archétypal n'a pas besoin d'élever la voix. Son autorité ne s'impose pas, elle émane. Et plus son axe est clair, plus ceux qui l'entourent se sentent en sécurité. Alors là, ma question serait, et toi, qu'est-ce que tu gouvernes dans ta vie, parfois même sans t'en rendre compte? Et ce royaume intérieur, est-ce qu'il te ressemble encore? Est-ce qu'il est aligné avec tes valeurs, avec ton axe profond? Le roi donne la direction. Il structure, il pose, il cadre, il prend sa place. Mais pour que cette souveraineté intérieure soit vivante, il lui faut une boussole plus vaste. Une conscience capable de voir au-delà de l'instant, au-delà de l'ego, au-delà du résultat immédiat. Et c'est là qu'intervient une autre figure essentielle du masculin intérieur, le sage. Le sage, c'est une part en soi qui sait sans imposer, qui voit clair sans juger ceux qui n'en sont pas encore là. Il n'est pas coupé du monde, il est relié au sens, à l'essentiel, à ce qui traverse les apparences. Il n'a pas besoin d'avoir réponse à tout, mais il sait poser la question juste au bon moment. Il observe avec présence, écoute en profondeur, et parle seulement quand c'est nécessaire. Sa parole ne cherche pas à briller, elle vient de l'intérieur, d'un lieu traversé, digéré, mûri. Il ne cherche pas à convaincre, il transmet ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a vécu. Ce qu'il dit ne jaillit pas d'une peur ni d'un besoin de reconnaissance, mais d'une expérience incarnée, apaisée. Il ne méprise pas l'émotion, il l'accueille sans se laisser déborder, comme une donnée vivante parmi d'autres. Et souvent ce n'est pas par ses réponses qu'il touche, mais par la qualité de sa présence.
Mais quand le sage est blessé ou mal incarné, il peut se retirer dans une forme de froideur, de distance, comme s'il se cachait derrière son savoir. Il observe mais ne s'implique plus, il comprend mais ne partage rien, il voit plus loin mais oublie de rester en lien. Sa lucidité devient un refuge très sec, sa hauteur une tour d'ivoire. Parfois il se réfugie dans la théorie, la spiritualité abstraite ou encore l'analyse mentale, et fuit tout ce qui est vivant, désordonné, humain, le corps, les émotions, les relations, le quotidien. Et malheureusement, il devient celui qui voit, mais ne tend plus la main. Non pas par méchanceté, mais parce qu'il croit à tort que simplement voir suffit. Et il y a encore une ombre un peu plus subtile, celle de la supériorité déguisée en sagesse. Quand le sage s'identifie à sa lucidité, il ne transmet plus, il surplombe. Il ne cherche plus à éclairer, mais à prouver qu'il a compris mieux que les autres. Sa parole devient un instrument de pouvoir, le savoir un mur plutôt qu'un pont, il regarde le monde avec recul, mais aussi parfois avec mépris. Et sans s'en rendre compte, il ne cesse d'apprendre, parce qu'il croit déjà tout savoir. C'est une forme d'inflation, comme Jung le nommait, une orgueil caché sous un masque d'humilité, où la transmission devient une démonstration et le silence une supériorité. Mais le vrai sage, lui, ne domine pas les mots, il ne brille pas par posture, il marche avec humilité, il reste élève de la vie, même quand il enseigne, parce qu'il sait que la vraie sagesse n'humilie pas, elle relève. Et l'archétype du sage, quand il est intégré, alors un homme peut marcher avec humilité, il sait qu'il ne sait pas tout, mais il reste à l'écoute, disponible, présent, sa parole ne cherche pas à convaincre, mais à éclairer, il ne répond pas toujours immédiatement, parfois il attend, il écoute, il sent, et quand il parle, ça touche juste. Pour avoir des exemples dans la vie concrète, par exemple, c'est ne pas répondre sur le coup de l'émotion, même quand ça a piqué assez fort. C'est-à-dire respirer, laisser passer la vague et parler depuis un lieu plus stable. Voir le conflit mais choisir le moment juste pour intervenir, ou ne pas intervenir du tout, savoir qu'être en retrait n'est pas fuir, c'est parfois mieux voir. Le sage, forcément, c'est être aussi celui que les autres viennent consulter, non pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce que ta manière d'écouter leur permet de mieux se comprendre. Transmettre ton expérience sans chercher à avoir raison, dire « voilà ce que j'ai compris de ce que j'ai vécu », et laisser l'autre en faire ce qu'il veut. Aider quelqu'un de plus jeune ou un collègue sans se mettre en position de maître. Savoir quand parler et quand se taire, parce qu'un silence juste vaut parfois mieux qu'un conseil mal placé. Refuser de juger trop vite, attendre, observer, donner une seconde lecture à ce qui dérange. Oser dire « je ne sais pas »,« j'ignore », et rester dans le questionnement sans angoisse. Lire entre les lignes d'une situation, percevoir l'enjeu symbolique par exemple, et aider l'autre à y voir clair sans imposer une interprétation. Le sage n'est pas celui qui domine par le pouvoir, il guide sans prendre le pouvoir, il enseigne sans écraser, et surtout il reconnaît le mystère. Et ma question pour toi est donc, est-ce qu'il t'arrive de sentir cette part plus calme et plus vaste en toi? Celle qui comprend sans expliquer, celle qui écoute sans se perdre, celle qui parfois voit mais n'a plus besoin de juger. Le sage nous relie au sens, il regarde loin, il éclaire, il transmet. Mais pour que cette sagesse reste vivante, elle a besoin d'un cœur battant, d'une énergie plus chaude, plus incarnée, plus intime. Et c'est là qu'intervient une figure souvent mal comprise mais pourtant essentielle dans le masculin intérieur, l'archétype de l'amant. L'amant, en tant qu'archétype, ce n'est pas juste celui qui séduit ou qui désire. C'est celui qui ressent profondément, qui s'émerveille, qui entre en lien, avec l'autre, avec le monde, avec la vie. Il est relié à l'éros, au sens large, non pas seulement le sexe ou la passion, mais la capacité à vibrer, à aimer, à être touché, à se laisser transformer par la beauté, la rencontre, la poésie, la nature, l'art, un regard. L'amant, c'est le cœur sensible de l'homme, celui qui aime sans calcul, qui ressent sans peur, qui honore la profondeur des liens. Il est aussi celui qui crée, non pas pour produire, mais parce qu'il est traversé. Mais quand l'amant est blessé ou mal intégré, il peut se perdre dans la confusion affective. Il cherche dans l'autre une fusion, une réparation, une échappatoire. Il peut devenir dépendant, s'oubliant dans l'amour, dans la passion, dans l'intensité, ou à l'inverse, il peut fuir la sexualité compulsive, le fantasme, ou même la mélancolie asthétisée. Il ne fait plus la différence entre ressentir et exister à travers l'autre. Et lorsqu'il est conscient, l'amant mûr ne renonce pas à sa sensibilité.
Au contraire, il la transforme en puissance relationnelle. Il sait ressentir sans se diluer, aimer sans se perdre, créer sans s'épuiser. Il est présent dans son corps, ouvert à son cœur et relié dans sa parole. Il respecte le rythme de l'autre sans se refermer et le sien sans le nier. Dans la vie quotidienne, l'archétype de l'amant, c'est par exemple être ému devant un coucher de soleil, une musique, un mot tendre, et ne pas s'en excuser. Faire l'amour avec présence, lenteur, écoute, non pas pour performer, mais pour relier. Oser dire à un ami, un parent, un enfant « je t'aime » ou « tu comptes pour moi » sans gêne et sans armure. Ressentir une tristesse ou une joie sans chercher à la cacher ni à l'analyser. Créer une œuvre, un projet, même un geste, un plat, par amour du vivant et pas pour un résultat. Pleurer sans honte, rire à plein poumon, ressentir, mais sans débordement. Ralentir, sentir le parfum d'un lieu, être touché par un regard, refuser un lien qui abîme même s'il est intense parce qu'on se respecte, choisir une relation qui nourrit plutôt qu'une passion qui consume. Refuser de séduire pour se sentir vivant et choisir de rester vrai, même si c'est moins flatteur. L'amant, c'est celui qui sait que l'émotion n'est pas une faiblesse, c'est une boussole, une façon d'être en lien avec le monde, à nu mais debout. L'amant, ce n'est pas celui qui brûle en public, c'est celui qui ressent profondément dans l'ombre et qui transforme ce ressenti en présence, en lien, en création. À toi maintenant. Est-ce qu'il t'arrive encore de ressentir sans devoir te retenir, de créer sans but précis, juste parce que ça te fait du bien? Est-ce que tu laisses encore la vie te toucher, même dans ces petites choses, ces petits moments très agréables? Alors, après l'amant qui relie l'homme à la vie, au corps, à la beauté, il y a une autre figure plus intérieure encore, plus secrète mais tout aussi essentielle, l'anima. Dans la pensée et les concepts de Carl Gustav Jung, l'anima c'est la figure du féminin intérieur de la psyché masculine. Ce n'est pas une autre femme différenciée de soi, ce n'est pas non plus une idée abstraite, c'est l'image de l'âme, la part sensible, intuitive, relationnelle et profonde qui habite chaque homme, même s'il ne la connaît pas encore. Quand elle est ignorée, refoulée, niée, l'homme a tendance à la projeter à l'extérieur, sur une femme idéalisée, inaccessible, parfaite, ou au contraire sur une femme redoutée, jugée, méprisée. C'est ce qui donne les amours impossibles, les fascinations, mais aussi les rejets violents du féminin sous toutes ses formes. Mais quand l'anima est reconnue, intégrée, écoutée, elle devient une boussole intérieure, elle oriente, elle inspire, elle relie. C'est elle qui murmure dans les rêves, elle qui souffle quand quelque chose ne sonne pas juste, elle qui donne du sens au chaos et de la profondeur à l'action. Un homme mûr ne combat pas son anima, il dialogue avec elle, il lui fait de la place, il ne s'identifie pas, mais il ne la fuit pas non plus. Et à travers elle, il devient capable d'écouter ses émotions sans s'effondrer, d'accueillir l'inconnu sans le contrôler, de créer depuis un lieu vivant intérieur sincère, de nouer des relations nourrissantes, authentiques, équilibrées, d'agir avec justesse, même dans le doute. Si cette notion te parle, sache que ce n'est qu'un tout petit aperçu. J'ai vraiment consacré un podcast entier et une conférence complète sur ce thème fondamental, Anima et Animus. Je te mettrai également le lien en description. Tu y trouveras un éclairage plus large pour aller plus loin dans la compréhension de cette figure subtile, puissante et souvent oubliée, mais tellement nécessaire. Donc l'anima invite les hommes à descendre à l'intérieur, à écouter ce qui se joue sous la surface, mais une fois qu'on a rencontré ces figures symboliques, le guerrier, le roi, le sage, l'amant, une question essentielle se pose, que se passe-t-il quand ces archétypes se déforment, quand ils prennent trop de place ou pas assez? Car aucune de ces figures n'est à idéaliser. Un archétype dans la pensée jungienne, ce n'est ni une qualité ni un défaut, c'est une forme psychique, présente en chacun de nous, et qui peut s'exprimer de manière équilibrée ou déformée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un archétype n'est ni bon ni mauvais, chacun contient une lumière et une ombre. Quand il est blessé, ignoré ou hypertrophié ou en inflation, l'archétype se désaligne. Et c'est bien évidemment là qu'apparaissent les tensions. Le guerrier, s'il est suractivé, comme on l'a vu, devient brutal, rigide, incapable d'écouter, il tranche tout, même ce qui demande à être accueilli, il combat sans cause pour ne pas ressentir. Le roi, s'il est blessé, devient tyran ou fantôme, soit il impose, écrase, infantilise, soit il abdique, laisse faire et se retire de sa fonction. Le sage, quand il s'infléchit, se transforme en figure froide, distante, coupée de l'humain,
Il observe sans tendresse, il parle pour se protéger, plus pour transmettre. Et l'amant, s'il n'est pas ancré, devient dépendant, noyé dans ses émotions ou addict à l'intensité. Il ne ressent plus, il se perd dans ce qu'il ressent. Reconnaître ses ombres, ce n'est pas rejeter l'archétype, au contraire. C'est ce qui permet de l'incarner pleinement, vraiment. Pas comme une image idéale, mais comme une force vivante humaine traversée. Ce n'est pas parce qu'un homme sent son roi blessé qu'il doit fuir la fonction. Ce n'est pas parce qu'un guerrier a été maladroit qu'il doit s'excuser d'exister. Le but n'est pas de jouer à l'archétype parfait, le but c'est simplement de voir, de reconnaître et peu à peu d'intégrer consciemment. C'est ça en fait le chemin. Pas d'être irréprochable, mais d'être lucide, présent, conscient, engagé dans son propre axe intérieur. Tout ce qu'on a traversé ensemble dans cet épisode, le guerrier, le roi, le sage, l'amant, l'anima, ce ne sont pas des concepts à apprendre, mais ce sont des figures vivantes à reconnaître en soi. Et aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, ce ne sont pas des héros conquérants, ni des hommes absents, mais des présences fiables, incarnées, ajustées. Des hommes capables d'agir sans se trahir, d'aimer sans s'effondrer, et de guider sans écraser. Pas pour sauver le monde, mais pour être là, pleinement, calmement, vraiment. On parle beaucoup de masculinité en crise, mais peut-être que ce qui manque, ce n'est pas la force, c'est la cohérence intérieure. Un axe clair, une boussole vivante, un dialogue profond entre les parts. Et c'est ce que je vois en accompagnement, des hommes qui arrivent épuisés de tenir un rôle, de compenser une blessure, de chercher dehors ce qu'ils n'avaient pas encore trouvé en eux, et peu à peu, on commence à nommer les choses, à reconnaître les tensions intérieures sans les juger, à faire de la place au guerrier, au roi, à l'amant, à l'anima. Quelque chose s'aligne, quelque chose se révèle sans forcer. Ce ne sont pas des métamorphoses spectaculaires, mais ce sont des retournements puissants tout de même. Un homme qui reprend sa parole, un père qui apprend à poser des limites sans violence, un conjoint qui ose dire ce qu'il ressent sans perdre sa solidité, un entrepreneur qui cesse de s'épuiser dans la performance pour revenir à sa vraie vision, un homme qui cesse de tout porter tout seul et apprend à demander du soutien sans se sentir diminué, un fils qui ose voir autrement la figure paternelle et choisit de ne plus reproduire, un homme qui reconnaît que sa colère cache une peur et décide de l'écouter au lieu de l'étouffer. Ce sont des hommes qui ne fuient plus, qui ne jouent plus un rôle, qui entrent chez eux à l'intérieur. Et si tu sens que ces figures résonnent en toi, même sans que tu les aies encore nommées, même si c'est diffus, fragile, lointain, alors peut-être que c'est le moment de les rencontrer vraiment. Il n'y a pas de modèle à suivre, simplement des chemins à retrouver, des chemins qui partent de toi. Dans mes accompagnements, je propose un cadre pour donner une forme à ce dialogue intérieur, à ton rythme et selon ce que tu portes, depuis ce qui part de toi, pas de l'extérieur. Et je vous recommande vivement d'écouter, tant homme que femme, l'épisode sur Anima et Animus, sur Spotify ou YouTube, ou ma conférence complète sur mon site internet, je vous mettrai les liens en description. Tu y trouveras un éclairage plus large pour comprendre comment ces forces symboliques, en toi, peuvent devenir des ressources concrètes, vivantes et incarnées. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute, merci pour avoir ouvert cet espace intérieur avec moi. Ce que tu construis dehors dépend toujours de ce qui vit en toi. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.